Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je commence cette présentation en vous présentant M. Christophe Bossel, qui va venir faire une petite partie d'introduction. Donc, on est toujours dans le cadre des conférences Comprendre son empreinte carbone. Et puis, on est aujourd'hui sur le thème de l'énergie. Donc, pour ceux qui nous rejoignent en ligne, bienvenue. Et puis, pour ceux qui sont présents, merci d'être venus jusqu'ici. Donc, on peut tester le micro pour voir que tout fonctionne. Et puis, je laisse la parole à Christophe Bossel, directeur de SIE-SA. Bonsoir. C'est normal qu'il n'y ait pas de... C'est que pour ceux qui sont en ligne. Bon. Ouais. Donc, voilà, bonsoir aux participants physiques et numériques de ce soir, Madame la municipale, aux différents conseillers communaux, je crois, en tout cas un conseiller communal, je crois. Et puis, les personnes qui sont online, je ne peux pas deviner leur fonction, mais cette conférence fait partie d'un cycle de 6 conférences qui a été mis sur pied en discussion avec les communes, puisque les communes avaient un certain intérêt justement à communiquer sur la diminution de l'empreinte carbone des uns et des autres. À savoir que la Suisse a signé les accords de Paris et s'est donc engagée à diminuer son empreinte de carbone dans les années à venir. Et, les deux thèmes de cette fois et le thème prochain font vraiment partie du métier, du cœur du métier de SIE et de TVT, puisque cette fois-ci, on va parler de l'empreinte carbone liée à l'énergie, et la prochaine fois au multimédia, puisque voilà, avec notre entreprise sœur TVT, nous avons aussi les 15 000 clients qui consomment de l'énergie quand ils regardent la télévision. Et ces 2 jours, nous allons travailler là-dessus. On est heureux de pouvoir être un acteur aussi, de fédérer les ressources de l'Ouest lausannois, puisque je crois que les communes avaient un peu des programmes, chacune son programme. Donc, il y a des choses qu'on peut faire en synergie, faire le travail qu'une fois au service de la communauté. Et je repasse la parole à Mathieu par la suite. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et le rappel aussi. Donc, le petit clicker ne marche pas toujours au tout début, mais ça va se régler. Donc, brièvement, pour ceux qui nous rejoindraient sans forcément avoir eu les informations précédentes des précédentes conférences, donc ici, nous sommes en fait actuellement à SIE, Service intercommunal des énergies, à Crissier, et puis nous sommes du coup le distributeur d'électricité de l'Ouest lausannois, créé en 1935, dont la société sœur est TVT. Et puis nos services actuellement, dont on parlera sûrement aussi plus tard dans cette présentation, c'est également, au-delà de fournir de l'électricité et de gérer le réseau de distribution, c'est également de faire de l'installation de panneaux photovoltaïques, des bornes de recharge électrique, des pompes à chaleur, le raccordement au réseau de chauffage à distance, faire du contracting solaire et également des prestations en matière de Smart City. Donc pour ma part, je m'appelle Mathieu Véritaire et je suis donc responsable développement durable au sein de SIE. Donc pour ceux qui nous suivent en ligne, c'est chaque fois les mêmes règles, mais je les rappelle au début. Il y a un onglet où vous pouvez participer au sondage. Donc c'est des petits quiz qu'on fait pendant la séance pour que justement on essaye de se tester en termes de connaissances. Et puis si vous voulez poser des questions ou nous informer d'un problème technique, vous pouvez le faire aussi via l'onglet questions ou chat. Donc, effectivement, comme ça a été mentionné, on est dans un cycle de conférences. Ici, on est à la 4e. Il n'y a pas la toute première qui est mentionnée ici, qui visait à résumer qu'est-ce que l'empreinte carbone de manière assez macro. Et puis, on a vu chaque thème en détail, avec aujourd'hui le thème du jour, l'énergie. Donc, on va parler surtout, comme son nom l'indique, d'impact carbone, mais également environnemental. On va surtout donner des chiffres clés, puisqu'on a pas mal d'informations, mais c'est bien d'avoir un peu un tri et de se remettre les idées au clair sur combien nous consommons, quelles sont les moyennes de consommation dans les ménages, où est-ce qu'on peut faire des efforts et quel est l'impact qu'on peut générer avec ces efforts. On parlera aussi des technologies du renouvelable, avec justement la différence entre ce qui est photovoltaïque, thermique, qu'est-ce qu'une pompe à chaleur, brièvement. Dans les habitudes de consommation, justement, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme habitude actuelle et où est-ce qu'on aimerait agir dans le cadre actuel qui est justement un risque de pénurie d'électricité. Et donc, grâce à cela, ou pour cela, on examinera les leviers d'action. Donc, on commence par un petit quiz. Pour ceux qui sont présents ici, vous pourrez le faire à main levée. Ceux qui sont en ligne, je rappelle, il y a l'onglet sondage. D'après vous, quelle part de votre énergie est utilisée pour votre chauffage? Donc, en fait, sur toute l'énergie que vous utilisez au sein de votre foyer, que ce soit électrique ou thermique, là, on parle justement bien des deux ensemble. Quelle est la part qui serait dédiée au chauffage dans tout ce qu'on utilise? Pour ceux qui pensent que c'est 10 ou 20%, vous pouvez lever la main. Donc, personne ici.
Qui pense que ce serait 30 à 50%? Ouais. 60 à 70%? OK, 3 personnes. Et puis 80 à 90%? Une personne. Alors en ligne, je ne sais pas c'est quoi les résultats. 5 personnes pour 60 à 70%. Alors c'est correct, c'est bien 60 à 70. Évidemment, ça dépend de chaque ménage. On parle bien sûr de moyenne ici. Mais en moyenne, on peut… Pardon. Ah, je vous ai déjà donné la suivante. Pas seulement que vous ne l'avez pas vu. On utilise en moyenne 60 à 70% de notre énergie globale du foyer pour le chauffage. Et donc, nous verrons que c'est l'un des gestes les plus importants à appliquer. Je vous spoil déjà sur la suite. C'est sur le chauffage. Mais on verra bien entendu tous les autres également. Alors, si j'ai été assez vite ou que vous n'avez pas regardé l'écran à ce moment-là, deuxième question, quelle est l'intensité carbone moyenne, d'après vous, du mix énergétique suisse? C'est-à-dire, chaque fois que vous consommez 1 kWh électrique, cette fois-ci, dans votre prise, quelle est, d'après vous, la quantité de CO2 qui est émise indirectement puisqu'il a fallu fabriquer cette électricité? Donc, qui pense que c'est 10 à 20 grammes de CO2? 50 à 60? 110 à 130? Ouais, majorité de gens. 150 à 180. Ouais. Et puis les réponses ici, 110 à 130. Donc c'est bien, il faut toujours demander l'avis du public, donc c'est correct. On dit que ça se situe dans cette plage-là en moyenne pour tout ce que nous consommons. Évidemment, peut-être certaines personnes se demandent pourquoi nous ne sommes pas plus bas, étant donné qu'on produit beaucoup avec de l'hydroélectricité. C'est justement puisqu'on fait une moyenne sur ce qu'on doit aussi acheter de l'étranger. Et si on regarde de l'étranger, on a une partie nucléaire, mais on a aussi toute une autre partie d'énergie qui est beaucoup plus fortement carbonée. Et donc, d'après les études qui ont été menées, en Suisse, la moyenne de tout cela, en consommant entre ce qu'on exporte, ce qu'on importe et les différents moyens de production, on est plutôt aux alentours des 110-130. À ce chiffre-là, il sera utile parce qu'on va y revenir quand on compare avec d'autres sources de production d'électricité, qui est notamment, par exemple, le solaire ou l'éolien. Donc là, je vais faire la partie contexte. N'hésitez pas à m'arrêter si ça va un peu vite. J'essaie de brosser un peu le tableau pour qu'on ait une meilleure compréhension du sujet dans lequel on est aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique ici, c'est basé sur les statistiques globales suisses de l'énergie. Donc là, c'est un chiffre de 2021, le dernier en date. Et on peut voir en fait la consommation finale de l'énergie, donc toute énergie confondue, selon les agents énergétiques. Puis ici, il y a le code couleur. On peut voir que ce qu'on utilise principalement ici, ce serait du carburant. On est sur des combustibles pétroliers ici. En bleu foncé, gaz. Ici, électricité. Donc, on est sur on peut le noter sur une courbe qui croît, et puis qui, en 2010, a commencé à diminuer. Il y a eu aussi les années Covid qui ont fait légèrement décroître ici. Et puis, on est de nouveau sur une hausse. Ce qu'on peut noter qui est assez intéressant, c'est que quand même la majorité de ce qu'on utilise est issue des énergies fossiles, puisqu'on a une grande partie combustible pétrolier, carburant et puis gaz. Donc, on a clairement un impact qui est très important ici, plus que quand on utilise forcément l'électricité, qui représente que cette part-là et qui, en Suisse, représente donc 120 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce sera aussi important quand on veut savoir quels sont les leviers importants à actionner pour réduire l'empreinte carbone. Donc, ce slide-là, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est juste pour un peu situer quelles sources d'énergie on utilise pour quel usage. Forcément, vous pouvez voir que pour la locomotion, donc la mobilité, ça va beaucoup plus être sur des carburants de type pétrole, gaz, biomasse aussi. Pour tout ce qui est chaleur, c'est un mix de beaucoup de choses. Ça peut être charbon, gaz, pétrole, biomasse, géothermie ou solaire. Et puis pour l'électricité, c'est un peu de tout. On a de l'hydraulique, du nucléaire, de l'éolien. Et donc, on n'a pas forcément le même impact en modifiant nos habitudes selon si on veut plutôt agir sur la mobilité, sur notre chauffage ou sur tout ce qui est électronique, lumière ou équipement de froid. Pour aussi faire un peu un tableau assez macro, en Suisse, on utilise globalement 58% d'énergie hydraulique. Ce chiffre parfois varie, on est parfois plus vers les 60, mais l'ordre de grandeur y est. 35% de ce qu'on considère comme non renouvelable et actuellement, du coup, le nucléaire en fait partie, même si on est d'accord que la taxonomie va peut-être changer à ce sujet, mais a priori, sur notre échelle de temps, l'uranium n'est pas encore renouvelable. Et le renouvelable, c'est donc ce qui est photovoltaïque.
et éolien, où on peut avoir aussi la biomasse qui peut faire de la cogénération. Donc là, on a ce chiffre de nouveau des 129 grammes de CO2 qu'on émet par kilowattheure électrique ici. Là, c'est le mix. C'est bien le mix énergétique pardon, effectivement, le mix électrique. Tout à fait. Et c'est une bonne remarque, ouais. J'aurais pu mettre électrique. Si on regarde les statistiques d'utilisation, c'est une autre manière de les visualiser, mais cette fois-ci un peu plus synthétique. Pour 2021, donc on a 29,3% de carburants qui ont fourni notre énergie, cette fois-ci au sens large, 26,3% électricité, et après 14 combustibles pétroliers, 15 gaz et 15 pour le reste. On a en fait, là où ça devient intéressant, c'est que dans tout ce qu'on utilise ici, qui sont donc essentiellement de l'énergie fossile, nous, les ménages consomment 35% de cette énergie. Donc globalement, de toute l'énergie qu'on a mentionnée là, 35% est utilisée par les ménages. Ce qui est un chiffre qu'on ne connaît pas forcément, j'aurais aussi pu le mettre dans le quiz. On a tendance à penser que c'est peut-être plus les industries. Pas forcément, justement. Les industries sont à 30% environ. Donc, on a aussi une part à faire. Et évidemment, il ne faut pas se limiter à la part individuelle, mais on a aussi notre rôle à jouer. Et puis là, ça revient un peu à ce que je disais sur un ménage type. Là où on a la plus grande part finalement à agir, c'est plutôt sur le chauffage, puisque c'est 60 à 70% de notre consommation d'énergie globale. Après, c'est sur la mobilité, mais ça dépend forcément du type de véhicule qu'on a. Mais si on utilise un véhicule à essence ou diesel, on va être… donc ça, c'est sur des consommations moyennes annuelles. Tout ce qu'on a pour le chauffage, ça représente presque 15 000 kWh. La voiture, on va dire presque 8 000. Et puis l'électricité du ménage, 4 000. Donc ça renforce le message que c'est sur le chauffage qu'on a beaucoup d'impact, sur la mobilité aussi, et l'électricité non négligeable, mais parfois un peu moins. On va quand même parler d'électricité puisqu'on est aussi à SIE et on va aussi parler de ces économies qu'on doit faire puisque bien qu'on l'utilise peut-être moins, on a quand même ce contexte de risque de pénurie. Et donc, si on veut ne pas créer cette pénurie, il faut consommer moins de toute façon d'électricité, ça c'est essentiel. Donc, on va regarder qu'est-ce qui consomme dans un ménage et puis on voit que c'est beaucoup la cuisine et la vaisselle, donc lave-vaisselle, hein. Ça veut dire 23% de notre consommation électrique au sein de notre foyer, c'est ça. Et puis, on a directement après les appareils électroniques. Et ensuite, juste avant, on a la lessive et le séchage. Ils sont presque à égalité avec les appareils électroniques. Et ensuite, on a l'éclairage et ensuite les appareils divers. Ce graphique, il a pas mal évolué puisque justement, il y a eu un remplacement assez intéressant des lumières par des LED ces dernières années. Par contre, sur tout ce qui est cuisine et réfrigération, congélation, et lessive et séchage, ça a été assez stable. Par contre, les appareils électroniques ont un peu remplacé la part d'éclairage qui a diminué, malheureusement. Sur un foyer standard, donc là, on parle de 2,3 personnes. Souvent, on a ce chiffre qui ressort des 3500 kWh. Donc, si vous voulez vous situer par rapport à votre consommation que vous pouvez retrouver à la fin de l'année sur votre facture, si vous vivez dans un immeuble locatif, c'est souvent un peu moins. Il y a des usages qui sont mutualisés. En maison individuelle, un peu plus. Mais ce tableau-là est un bon résumé, donc vous aurez accès au slide après. Pour 2 personnes, donc en immeuble locatif, plutôt presque autour des 2500, et puis en maison individuelle, 3500. C'est important d'avoir ces chiffres-là en tête. Pourquoi? Parce que c'est déjà un point de repère. Si on voit qu'à la fin de l'année, on est un ménage de 2 personnes et on consomme 5000 kWh, il y a peut-être un usage qu'on a qui est peut-être excessif de l'une ou l'autre chose. Parfois justifié, parfois on pourrait finalement l'éviter. Là, c'est un autre graphique qui renforce le fait que dans notre utilisation de chauffage, donc j'ai quitté l'électricité, je reviens au chauffage, on est sur 56% des ménages qui se chauffent au gaz ou au mazout. Donc une énergie fossile qui est beaucoup plus carbonée. On va le voir après dans ce qui est réellement les chiffres de l'impact carbone. Ce que je trouvais intéressant avec ce graphique-là aussi, c'est de montrer qu'en réalité, donc ça c'est la courbe de charge journalière d'un jour ouvré froid de février. Pourquoi j'ai pris ça? Puisqu'on est à l'approche de l'hiver. C'est en hiver qu'on va risquer potentiellement cette pénurie. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui compose la consommation principale, cette fois-ci, de notre énergie en hiver. Et puis on peut voir que l'industrie, c'est tout ce qui est en rouge ici, tout ce qui est le secteur tertiaire ici,
le résidentiel qui occupe presque la part majoritaire, et puis les transports, énergie et pertes. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est plutôt sur les leviers d'action au niveau du foyer qu'on va agir, c'est cette partie-là. Et on voit qu'elle est non négligeable, notamment, c'est un message que j'aurais, je pense, répété suffisamment de fois, sur la partie chauffage. Donc là, on est vraiment sur toute l'énergie qui est utilisée, énergie thermique ou électrique, et on voit que résidentiel, c'est une part non négligeable, et le chauffage, vraiment non négligeable. Donc, quand on se dit qu'est-ce qu'on consomme en hiver, qu'est-ce qui fait la part de ce qu'on consomme sur le réseau, on a ce graphique qui est intéressant heure par heure. Donc, on a effectivement un rôle à jouer, autant que les industries ou les communes, mais aussi en tant que particulier. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette présentation sans faire 2-3 rappels. Donc, peut-être pour vous, c'est très simple. Donc, on va beaucoup parler de kilowattheure. Donc, il faut savoir que la puissance se mesure en watts. Et ça, c'est uniquement la puissance instantanée. Et puis, l'énergie, elle, c'est la puissance multipliée par le temps. Donc, c'est quand on utilise, par exemple, un radiateur de 1000 watts pendant 1 heure, eh bien, ça donne 1000 watts-heure ou 1 kilowattheure, qu'on peut aussi convertir en joules. Ici, la conversion 1 kWh est égale à 3,6 mégajoules. Mais ce type d'unité, vous le verrez moins. Sur tous vos appareils, vous verrez plutôt des watts en puissance instantanée ou des kilowattheures si on parle en durée, par exemple, sur une année. Si vous avez envie, cette ligne-là est utile pour convertir un peu les unités qu'on utilise souvent en énergie. Donc, 1 litre de mazout qu'on peut mettre dans sa chaudière, par exemple, peut fournir 10 kWh d'énergie. L'équivalent est assez simple. Donc, 10 kWh est égal à 1 litre de mazout, est égal à 1 mètre cube de gaz, qui est plus ou moins égal à 2 kg de pellets. Donc, quand vous-même, vous devez faire vos conversions pour changer potentiellement de chauffage, c'est intéressant de connaître ces facteurs-là. Si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai remis un lien ici en dessous qui vous donne aussi un calculateur si vous avez besoin de convertir directement sans passer par cette ligne-là. Donc, on va maintenant parler de l'empreinte carbone, puisque au-delà de la consommation, on sait qu'on a aussi un impact en termes d'émissions de CO2. Ça, je le remontre à chaque formation. C'est les émissions de gaz à effet de serre des Suisses quand on prend une moyenne. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par Quantis. Pour le résumer, pour notre thème d'aujourd'hui, 1/4 des émissions que nous générons sont dues à tout ce qui est lié au logement. Il y a également 1/4 au transport, dont on a fait le thème la dernière fois, l'alimentation encore précédemment. Et du coup, dans notre logement, ce 1/4-là, on a vu comment il se décomposait, essentiellement sur la partie chauffage et après sur la partie usage d'électricité. Ça, c'est important de savoir, puisque en termes d'action qu'on va prendre, on sait que le logement, ici, si on agissait tous là-dessus, on pourrait significativement réduire les émissions de CO2 de la Suisse. Sur le logement, c'est des actions souvent qu'on peut prendre de manière individuelle, alors que parfois sur le transport, ça dépend des infrastructures, sur l'alimentation, ça dépend de où est-ce qu'on va se fournir en aliments. Mais sur le logement, on a presque plus de clés. Évidemment, moins si on est locataire que si on est propriétaire, mais on a en tout cas une certaine marge de manœuvre. Ça, c'est une autre manière de le représenter. La différence ici, pourquoi je suis à 20% et je ne suis pas à 25%, c'est que là, on prend l'impact au niveau du territoire. Donc, c'est-à-dire, si je prends la Suisse comme un territoire et je prends aussi ce qu'on importe, eh bien, je vais avoir un impact qui est un peu plus important sur le logement, puisque je vais aussi tenir compte de l'impact de la construction des logements. Ici, c'est plutôt en termes d'une personne, un ménage, sans tenir compte forcément de ce qu'on a dû importer de l'extérieur. Donc, c'est légèrement différent, mais on a plus ou moins toujours le même ordre de grandeur. Il faut juste savoir qu'ici, c'est plus exhaustif comme comptabilité, puisqu'on a aussi les émissions de ce qu'on importe. Alors, si ce n'est pas forcément clair pour vous, qu'est-ce que les émissions de CO2, je vous renvoie à la première séance qu'on a faite. Mais globalement, il faut savoir que c'est ce gaz qui pose problème vis-à-vis du réchauffement climatique. Et en fait, en fonction de où nous produisons l'énergie ou de qui nous l'achetons, on a forcément des différences, puisque chacun produit son énergie de manière différente. Cette carte, en fait, elle est assez intéressante. Vous pouvez y accéder. Elle est libre on peut l'accéder en libre accès. C'est toutes les intensités carbone de chaque mix électrique que nous avons globalement ici.
Je ne sais plus s'il y a tous les pays du monde, mais en tout cas, il y a l'Europe et puis certains pays à côté, puisqu'ils n'ont pu qu'avoir certaines données. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter les disparités entre forcément la France, par exemple. En Suisse, on importe pas mal de la France, mais on est aussi beaucoup sur de l'hydraulique. Donc, tout ce qui est vert, c'est une faible intensité carbone. Tout ce qui va être plus jaune, voire rouge, c'est une forte intensité carbone. On sait que du coup, il y a beaucoup plus d'usage de charbon en fait, dans ces pays-là. Et ça, c'est plutôt pour attiser votre curiosité. Vous pouvez voir même en temps réel plutôt comment est produite cette électricité en fonction des modes de production. Donc, il y a justement charbon, éolien, hydroélectrique, nucléaire. Et vous pouvez cliquer sur chaque pays. Là, à l'heure actuelle, on voit que l'intensité carbone de la Suisse n'est pas aux alentours des 120 dont j'ai parlé, mais plutôt des 96, mais parce que justement, on parle de l'impact instantané, alors que ce que moi je vous ai donné, c'est une moyenne. Forcément, on n'est pas encore tout à fait dans l'hiver, donc on est encore un peu plus bas. Plus on se rapproche de l'hiver, plus généralement on augmente, puisque c'est là qu'on est net importateur d'électricité qui n'est pas forcément basse carbonée, mais qui est parfois péjorée par, disons, les pays autour desquels on peut se fournir. Donc, au fur et à mesure de l'hiver, on va augmenter notre intensité carbone. Est-ce que c'est clair jusque-là? Parce que je vais très vite parfois. Ouais, super. Alors, je devais aussi quand même parler de SIE qui est votre fournisseur d'électricité si vous habitez sur une des 4 communes que sont Chavannes, Crissier, Renan et Écublanc. Donc, en fait, à partir de janvier 2023, au-delà d'être distributeur et de gérer les infrastructures, on va aussi fournir, donc s'approvisionner en électricité et le revendre aux clients. Et on va du coup proposer une électricité dont on a dû choisir le mix énergétique, forcément. Et du coup, vous avez voilà, ici, un peu en primeur, les offres qui seront proposées, à savoir qu'on a de l'électricité 100% hydraulique suisse en base. Donc ça, ce sera ce qui sera acheté et du coup acheminé chez vous. Et puis, on a une offre Nature Plus qui du coup est 50% photovoltaïque, 50% hydraulique, qui du coup diminue légèrement l'intensité carbone. Et puis ça, c'est un choix que vous pouvez faire en fait sur votre choix d'abonnement d'électricité. Donc, c'est intéressant de noter qu'on a fait le choix d'un choix durable. Ensuite, vous verrez que je passe beaucoup du chauffage à l'électricité. Donc, si ce n'est pas clair, à certains moments, n'hésitez pas à lever la main, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Ici, je repasse sur les émissions de gaz à effet de serre, cette fois-ci, pour le chauffage. On se demande souvent qu'est-ce qui est mieux entre différents moyens de chauffage. Est-ce que c'est mieux une chaudière à mazout, une chaudière à gaz, une pompe à chaleur? Ce graphique-là reprend en fait différentes informations. Celle dont on parle pour cette présentation, c'est surtout la rouge, des émissions de gaz à effet de serre. Mais vous avez aussi une autre manière de mesurer l'impact, qui est la charge écologique ou l'énergie grise. Donc, je vais détailler un peu. La partie gaz à effet de serre, on peut le voir, et puis on voit que c'est assez commun partout, c'est la chaudière à mazout qui a le plus grand impact. Donc, c'est-à-dire pour chaque kilowattheure thermique qu'on utilise pour se chauffer, nous émettons le plus de CO2 avec une chaudière à mazout, puisque c'est un combustible qui émet énormément de CO2. Puis, on a un peu moins d'émissions avec une chaudière à gaz, et on descend jusqu'à la chaudière à pellet. Il faut noter que ça, c'est pour du pellet qui serait suisse, et du coup, on n'en a pas forcément toujours accessible. Et du coup, peut-être cet impact peut être revu un peu à la hausse suivant la provenance du bois. Donc, il faut toujours faire attention à quel graphique, quelles données ont été utilisées. Mais globalement, même quand on utilise du bois européen, on se situe ici aux alentours des 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Après, il faut aussi tenir compte de ici la charge écologique. Bien entendu, utiliser du bois a une charge écologique certaine, qui peut presque arriver au niveau de la chaudière à gaz, mais ce n'est plus les mêmes impacts. Ça va potentiellement être sur la biodiversité ou sur la rétention des eaux. Donc, c'est une autre manière de mesurer l'impact. Nous, on a fait le choix de plutôt parler de la partie carbone, CO2, puisqu'on est surtout sur voilà, que faire dans le cadre des accords de Paris, comment réduire le changement climatique. Mais il faut toujours garder ça en tête. Donc, globalement, ce qu'il y a à retenir de ce slide-là, c'est que ce qui émet le moins, on va dire, c'est surtout les chaudières à pellet, pompe à chaleur, géothermie, pompe à chaleur, RO, en termes de chauffage. Oui. Plus précis, il faudrait encore tenir compte de l'origine de l'électricité qui est utilisée pour les pompes à chaleur. Tout à fait.
C'est vrai. Et c'est vrai que là, on a pris du coup, ce graphique-là est adapté à la Suisse, donc avec cette intensité de carbone des 120 grammes de CO2 par kilowattheure. Ouais. C'est adapté à la Suisse. Ouais, celui-ci est vraiment pour la Suisse. Mais c'est juste, ouais. Merci pour la question. Alors ici, je vous ai mis un lien qui concerne toujours le chauffage, qui est assez intéressant pour les personnes qui veulent faire une rénovation, on va dire, de chauffage. Ça peut aussi s'appliquer, sait-on jamais qu'une personne qui travaille dans les régies nous écoute. Il y a aussi un calculateur pour des plus grands bâtiments avec plus d'options possibles. Ça vous permet d'indiquer quel est le type de chauffage que vous utilisez, dans quel canton vous habitez, c'est aussi pour le calcul en fonction de la météo, et puis votre citerne, quelle est sa capacité. Et ça va vous donner, voilà, si vous deviez remplacer le système chauffage que vous avez actuellement, quels sont les autres systèmes qui existent, et du coup, une quantification en termes d'émissions de CO2, mais également de frais. Et vous verrez, il y a des possibilités de personnalisation qui sont les petits plus en bas, qui permettent de dire, en fait, moi, je sais que sur ma commune, j'ai une subvention supplémentaire. Peut-être que le prix de l'énergie est différent sur ma commune, donc il faut que je change. Peut-être le prix du mazout a tout à coup augmenté, et puis on peut l'éditer aussi à cet endroit-là. Donc, c'est assez personnalisable pour que ce soit fiable, on va dire, ou adapté à votre situation. Et on peut voir que ici, c'est assez similaire à avant. Les granulés de bois passent devant en termes d'émissions de CO2. Après, voilà, si tout le monde passait à ce type de solution, mais c'est le cas aussi pour l'électricité, on sait qu'il faudrait s'approvisionner, ce n'est pas forcément facile. On voit aussi que les frais, souvent, on ne regarde que l'investissement initial. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il répercute les coûts sur la durée de vie de l'installation. Donc, vous allez avoir finalement une répartition qui va vous donner une meilleure idée de combien vous coûte réellement l'installation. Parce que peut-être qu'une pompe à chaleur va coûter plus cher qu'une chaudière à mazout instantanément, mais sur l'utilisation, l'électricité sera quand même moins chère que le mazout à long terme. Donc, vous allez avoir ces calculs-là qui sont pris en compte et ça va vous donner un ordre de grandeur. Finalement, la pompe à chaleur, voilà, sur sa durée de vie, on considère que ce sera potentiellement 3 600 francs par an, alors que le mazout, on est sur du 3 900 ou du gaz naturel à encore plus ou moins 3 936. Évidemment, ces types de calculs-là, il faut vraiment regarder les hypothèses qui ont été prises en compte. Typiquement ici, je ne sais pas quel est le coût de raccordement de chauffage à distance qui a été utilisé, mais ça, c'est très variable. Et puis, voilà, c'est du cas par cas, alors que ces coûts-là, une pompe à chaleur, une chaudière à mazout, c'est plus standard. On peut plus facilement se dire que c'est fiable. Le chauffage à distance, c'est encore un autre cas, je dirais. Donc ça, il faut vraiment aller vérifier quelles hypothèses sont prises en compte. Des questions? Mais pas vraiment. Le chauffage à distance, je trouve que c'est relativement cher. Ouais. Ok, ouais. Effectivement, c'est surtout le coût de l'installation de l'échangeur qui peut être assez cher. Ouais. Alors, je te demande juste, on va te donner le micro qui donne en fait accès à ce que les gens qui sont en ligne puissent t'entendre. Les coûts de mazout et de gaz naturel, ils ont été actualisés sur quel mois? Parce que si on prend les mois qu'il y a en ce moment, le chauffage à distance passe au-dessus. Le mazout et le gaz. C'est très juste, justement. Ça date, sauf erreur, du début de l'année. Et donc, on peut aller directement dans prix de l'énergie, actualiser, mettre les données les plus à jour. Et peut-être que ça modifie en temps réel ça. Et peut-être que le graphique aurait été revu. Donc, c'est vrai qu'il faut aller contrôler le prix de l'énergie pour avoir une meilleure vision. Ouais. Sauf erreur, même le prix qui a été sélectionné, c'est un prix moyen sur l'année précédente. Donc maintenant qu'on a vu un peu les différents impacts carbone, que ce soit lié à ces différents systèmes d'électricité ou de chauffage, on va parler des leviers d'action. C'est surtout pour ça aussi qu'on est là. Alors, j'étais forcément tenté de mettre ce graphique en avant, puisqu'il y a 3 piliers sur lesquels on dit qu'on peut agir. Donc le premier, c'est la sobriété, c'est-à-dire que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Généralement, c'est ici, c'est un exemple, éteindre les vitrines des magasins. C'est plutôt une mesure que peuvent prendre les commerces. Limiter l'étalement urbain. Je ne sais plus pourquoi cet exemple a été choisi. Réduire les emballages. Enfin, ça s'applique à plein de domaines. Dans l'électricité, ça pourrait être tout simplement le meilleur kilowattheure. C'est si une lampe n'a pas besoin d'être allumée, on ne l'allume pas. L'efficacité, c'est réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un même besoin. Donc, typiquement, il faut quand même allumer cette ampoule.
on va préférer une ampoule à LED plutôt qu'une ampoule à incandescence, puisque pour la même fonction, elle consomme beaucoup moins quand elle est à LED. Et puis enfin, le levier renouvelable, c'est-à-dire si on doit faire fonctionner cette ampoule qui est à LED, quel type d'énergie on utilise? On essaie de privilégier le renouvelable. Ça, c'est pour justement diminuer l'empreinte carbone de l'énergie qu'on consomme. Et ça se fait généralement dans cet ordre-là, même si on a eu tendance à beaucoup faire l'inverse. Mais en théorie, la sobriété est aussi un des actes les plus rapides qu'on puisse faire, contrairement à l'efficacité qui prend du temps, parfois un remplacement de matériel, et le renouvelable qui dépend voilà, des infrastructures de production d'énergie. Et où agir chez soi? Alors évidemment, on va repasser en revue les différentes pièces et les différents usages. Je vais le faire assez rapidement ici, et puis on va y revenir parfois un peu plus en détail, mais si vous avez des questions, arrêtez-moi. Donc sur la chaudière, on a vu donc sur le système de chauffage, évidemment, si on est sur un système à gaz ou à mazout, parfois il faut se demander quel est l'âge de cette installation. Alors, on sait que dans l'idéal, il faudrait tout de suite la remplacer. Bien entendu, on a aussi des considérations de l'âge qu'elle a pour se dire est-ce que c'est intéressant au point de vue énergie grise. On recommande de la remplacer si elle a plus que 15 ans. Ça, c'est en termes de coût, environnement et puis aussi on va dire d'énergie grise. Bien entendu, si on prend que la partie impact carbone, ce serait immédiatement qu'il faut le remplacer. Mais voilà, l'impact carbone seul, ce n'est pas forcément tous les critères. Donc, si vous voulez vraiment diminuer votre impact carbone, il faut la remplacer. Si maintenant vous considérez les coûts et tout ça que ça engendre, et puis l'énergie grise, il faut peut-être attendre ce seuil des 15 ans. Moi, personnellement, je recommanderais la changer parce que j'ai uniquement cette partie carbone dans la tête. Mais en fait, dans les cas concrets, on n'a pas tous un budget limité. Et il faut bien s'en rendre compte. En termes d'énergie, si on regarde notre fournisseur d'électricité, ici SIE, c'est idéal de choisir le mix énergétique 100% renouvelable. Ça tombe bien ici dans le mix énergétique de base, ce sera le cas. Mais pour des gens qui seraient peut-être sur d'autres communes où il y aurait d'autres offres possibles, parfois il y a un choix possible d'abonnement qu'on peut faire. Pour typiquement les entreprises qui seraient sur du marché libre, diminuer l'intensité carbone, ça passe par favoriser le renouvelable. Sur la partie électronique, on considère qu'en fait, sur l'usage, on y reviendra à la prochaine séance très en détail, l'usage ou ce qui émet le plus dans l'électronique, c'est souvent la création de l'appareil en lui-même. Donc, sur le cycle de vie d'un ordinateur, par exemple, évidemment que ça consomme d'aller voir une vidéo sur YouTube ou autre, mais la création de l'appareil en lui-même, son transport, sa fin de vie, tout ça a un impact énorme. Donc, si on peut, il faut surtout prolonger la durée de vie et puis limiter le nombre d'appareils, potentiellement en acheter de seconde main. Mais c'est ça qui est à privilégier. Sur les habitudes, alors ça, on y reviendra aussi plus en détail, on doit en fait essayer de réduire souvent la température de chauffage, le nombre de cycles de machines qu'on fait, c'est-à-dire bien remplir une machine à laver, le séchage, essayer de privilégier le séchage à l'air libre et non dans un sèche-linge, ventiler correctement, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre en grand 5 minutes plutôt que l'ouvrir en imposte, puisque là, si on l'ouvre en imposte, on perd surtout de la chaleur et on n'a pas aéré la pièce. Donc, ouvrir grand 5 minutes est beaucoup plus efficace et crée moins de déperdition. Et dans la cuisine, couvrir sa casserole pour éviter de perdre la chaleur, privilégier la bouilloire électrique plutôt que chauffer avec une plaque vitrocéramique, et aussi bien régler ses installations de froid. Donc ça, c'est celui d'après. On sait que les frigos et les congélateurs fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, si on les a mal réglés, on le paye le prix fort. Donc, idéalement, il faut conserver moins 18 pour le congélateur, -7 pour le frigo et pas plus bas, puisque chaque degré de moins qu'on va mettre dans les appareils de froid, c'est 6% de consommation en plus. Tout comme pour le chauffage, chaque degré de plus qu'on veut mettre sur le radiateur, c'est 6% à 7% de consommation en plus. Et puis, si on a la possibilité de choisir son appareil électroménager, pas toujours le cas forcément, il faut choisir une classe énergétique la plus élevée possible. Alors, les étiquettes sont en train de changer, méfiez-vous. Il n'y a plus les A+, A++, A++. Ils ont décidé de tout redescendre d'un cran, on va dire, parce que ça devenait une succession de plus. Et donc, maintenant, les appareils électroménagers, la classe maximale, c'est A. Et après, on ne fait que descendre.
Et souvent, enfin, ils ont estimé que le A, il n'était pas tout à fait encore… Enfin, ils se sont laissés de la marge, si on veut. Donc, les meilleurs appareils électroménagers que vous pouvez trouver, ils sont potentiellement dans la classe B actuellement. Si vous vous dites, mais pourquoi c'est un appareil de classe B? Bah, c'est potentiellement parce qu'ils sont passés à la nouvelle étiquette énergétique. Il faut bien regarder du coup si c'est le cas ou pas, ou demander au vendeur. Et ne pas vous étonner si vous êtes en B. Donc le B serait l'équivalent du A++. Comme ça, ils ont encore une marge de manœuvre pour s'améliorer. Isolation. Alors, comme on l'a dit avant, réduire par la sobriété sa consommation, ici notamment de chauffage, ça passe par isoler, puisque finalement, le chauffage, c'est quoi? C'est compenser des pertes. On va chauffer avec une chaudière, on chauffe le volume, et après, il part à plusieurs endroits. Donc, l'isolation, c'est une manière de conserver cette énergie et d'éviter de devoir faire plus fonctionner la chaudière pour compenser ces pertes. Donc, voilà, c'est un peu les différents… je sais, c'est très résumé sur un slide, mais on le verra peut-être un petit peu plus, et vous aurez aussi la possibilité de repartir avec ces flyers qui redonnent ces conseils. Donc, si on fait le focus sur la partie isolation, je l'ai mis en premier, même si ça ne concerne pas pour le coup ici les locataires, parce que dans une réflexion de chauffage, changement de chauffage, ça devrait être le premier réflexe. À nouveau, il y a une question de coût, mais c'est la mesure qui devrait être mise avant le changement d'un chauffage. Puisque justement, on sait qu'on est malheureusement dans beaucoup de cas dans des classes énergétiques assez faibles. On voit ici, en fait, si vous avez potentiellement la surface de votre maison et la consommation de la citerne, par exemple, vous consommez 2000 litres par an. Donc ça, vous savez que vous pouvez le convertir. 2000 litres, ça fait 20 000 kWh. Et vous connaissez peut-être la surface, vous avez, mettons, 100 mètres carrés. Vous pouvez calculer l'efficacité énergétique de votre chauffage en divisant la quantité d'énergie par le nombre de mètres carrés. Ça s'appelle l'indice de dépense chaleur. Souvent, on est assez haut. On est autour des, pour les vieilles maisons, presque à 180 kWh par mètre carré. Et puis, dans les nouveaux standards des nouvelles constructions, on arrive à descendre presque jusqu'à 30, ce qui est le standard le plus élevé. Et ça fait une grande différence sur l'année. Du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas chauffer on ne va pas utiliser plus que 30 kWh par mètre carré dans les toutes nouvelles constructions. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Et puis, tout simplement, ça permet de ne pas devoir utiliser de l'énergie pour rien. Et là, c'est aussi un graphique intéressant. Ça montre là où se font les déperditions thermiques le plus souvent. C'est des moyennes. On perd en fait beaucoup par les murs extérieurs, notamment par les vitres. L'idéal, c'est d'avoir déjà changé toutes les fenêtres. On perd énormément par le toit, puisque finalement, la chaleur monte. Donc, si on somme les deux, on est déjà pas mal. Et puis, on perd aussi par tout ce qui est dalles contre sol, puisqu'on a aussi du froid qui peut nous venir par le sol en hiver. Donc, ça, c'est les différents lieux où on a souvent des pertes et donc où il faut soit augmenter la taille de l'isolation ou en tout cas réfléchir à comment éviter les pertes. Donc, si c'est notamment installer des rideaux thermiques, ça peut être une première approche qui est moins coûteuse. Ça peut être aussi fermer les volets en hiver quand on n'est pas chez soi pour conserver la chaleur. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour augmenter l'isolation sans devoir tout de suite faire une rénovation de façade. Donc, les conseils, vous pouvez en trouver beaucoup sur le site Énergie Environnement, que j'ai mis là en dessous, qui donne déjà une série de gestes qu'on peut faire à moindre coût et puis ceux qui nécessitent des gros investissements. Donc, je passe tout de suite maintenant à une autre partie qui concerne le solaire. Donc, sur le solaire, j'ai voulu parler de ça puisqu'il y a souvent sur les stands qu'on organise parfois une confusion entre le solaire thermique, qui, elle, va pouvoir aider sur le chauffage, et le solaire photovoltaïque. Donc, première distinction, le photovoltaïque, c'est les panneaux qui vont produire de l'électricité. Le thermique, ça va produire de l'eau chaude. Donc, ça n'a pas la même forme et puis ça n'a pas du tout le même usage. Donc, si vous voulez produire de l'eau chaude ou préchauffer de l'eau pour votre chauffage, ça va être sur ce type de panneau. Si vous voulez vraiment pouvoir utiliser votre frigo à l'énergie du soleil, c'est celui à gauche. Donc, première clarification. Ensuite, sur les parties photovoltaïques, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a souvent des légendes urbaines qui circulent comme quoi ce serait très peu recyclable. En réalité, les filières sont beaucoup en train de se développer.
C'est un peu comme les batteries dont on a parlé pour les voitures lors de la précédente conférence. Il n'y a pas forcément beaucoup de panneaux qui sont en fin de vie. Donc, c'est forcément quelque chose qui va que se développer quand il y aura une masse critique. Mais surtout, il faut savoir que dans un panneau solaire, il y a essentiellement du silicium. Du coup, le silicium, c'est une matière, donc ce n'est pas un métaux rare, et c'est une matière qu'on peut récupérer pour recycler. Donc, ce n'est pas forcément vrai quand on lit qu'un panneau solaire va être non recyclable. C'est intéressant de regarder le contexte. Actuellement, il y a peu de panneaux en fin de vie et surtout, on a tendance à beaucoup mélanger terres rares, autres matériaux. Il faut savoir que 90% d'un panneau solaire, c'est du silicium. Ensuite, il faut savoir un peu si on veut dimensionner son installation solaire, un peu les ordres de grandeur, c'est qu'on a environ 10 panneaux suffisent pour la consommation d'un ménage. Donc ça vient du fait qu'un panneau, si vous avez suivi ce que je dis avant, produit environ 300 à 400 watts, c'est la puissance, et sur une année, produit entre 300 et 400 kWh. Un ménage, on a dit, consomme environ 2500 à 3500 kWh. Donc, on a besoin d'au moins 10 panneaux pour produire ces 3000 kWh qu'on a besoin. C'est vrai quand il y a beaucoup de soleil. Évidemment, en hiver, on produira moins. Mais c'est intéressant de savoir qu'environ 10 panneaux, généralement, couvrent les besoins usuels d'un ménage. Si maintenant on rajoute d'autres choses, typiquement une voiture électrique, une pompe à chaleur, il faudra rajouter des panneaux, sinon on va très vite consommer depuis le réseau. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est notamment que voilà, en hiver, on produit moins. Ce qu'on va vous donner sur l'indication du panneau, c'est souvent la puissance maximale. Bien entendu, si vous êtes en train de regarder, voilà, vous avez une orientation qui est, par exemple, presque à 90 degrés et que vous avez peu de soleil parce que c'est orienté nord, vous n'atteindrez jamais cette puissance. Donc, c'est toujours intéressant de regarder la réalité de votre toit. Et pour ça, vous avez un site très intéressant qui est toitsolaire.ch. Vous pouvez noter votre adresse. Il y a ensuite la Confédération qui a fait une simulation ils utilisent des images de satellite pour voir votre toit. Ils simulent combien vous pourriez produire sur chaque pan de toit et vous donnent déjà justement combien de panneaux seraient nécessaires spécifiquement liés à votre situation. Donc ça, c'est des bons outils pour prédimensionner son installation. Voilà, je ne vais peut-être pas me répéter, mais vous aurez les chiffres clés dans la présentation. Peut-être un autre aspect intéressant, c'est que la durée de vie, on parle souvent des 25 ans. C'est vrai que 25 ans, c'est la durée de vie qui est garantie souvent par le fabricant, à laquelle vous avez encore au moins 80% de rendement. Mais en réalité, le panneau il continue de fonctionner, il peut même aller au-delà de 30 ans, mais simplement l'efficacité diminue petit à petit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne produit plus rien le jour de ses 25 ans. Ça veut juste dire que potentiellement, il en produira un peu moins. Ça va jusque-là? Ça, c'est le site dont je vous parlais, Toit Solaire, donc qui montre, voilà, vous avez entré l'adresse, vous avez votre maison qui se retrouve signalée, et puis vous avez justement déjà des informations qui sont pré-remplies pour vous. Il y a possibilité de les modifier si on sait que voilà, sur sa maison, peut-être que le logiciel n'a pas remarqué qu'il y avait un Velux qui enlève une certaine surface. Vous pouvez encore éditer pour mieux en fait, encore simuler votre production. Et puis, j'ai quand même mis cette information qui concerne plutôt les locataires, parce qu'on a quand même beaucoup parlé des propriétaires. Les locataires, évidemment, ne peuvent pas choisir qu'est-ce qu'ils installent sur leur toiture, malheureusement. Par contre, il y a de plus en plus de solutions qui sont des panneaux qu'on peut accrocher sur ces balcons, par exemple. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de cette solution, puisqu'on sait que déjà, c'est potentiellement quelque chose qui sera limité, puisqu'il y a une question de responsabilité si un jour ça tombe. Toutefois, ça peut être intéressant en voyage ou si on a potentiellement une parcelle avec un petit jardin et on veut couvrir un cabanon de jardin. C'est des panneaux qu'on installe assez facilement, qu'on peut relier soit à une batterie, soit directement même à son courant. Voilà, j'ai mis un exemple, je n'ai pas du tout de lien avec cette marque-là, mais c'est des panneaux en tout cas qui peuvent être installés sans avoir à monter sur un toit ou à faire appel à des installateurs. Mais ce n'est que pour des petites productions, généralement. Ça ne va pas jamais couvrir l'entier de sa consommation. Par contre, si on veut charger tous ces équipements sur du solaire, c'est une possibilité. Donc, je mentionnais juste avant sur la quantité de panneaux qu'il faut pour un usage standard. C'est intéressant de savoir que pour une voiture, si on a une voiture électrique et qu'on souhaite rouler environ 40 km par jour,
issu des calculs qu'on a vus avant, on peut calculer qu'il faut environ 8 panneaux pour pouvoir charger la batterie la majorité du temps pour réaliser ces 40 km par jour. Donc ça, c'est lié à la consommation moyenne d'une voiture électrique qui est de 16 kWh par kilomètre. Et puis, pour les pompes à chaleur, donc ça, c'est quelque chose, des fois, on n'a peut-être pas bien informé la personne, mais les pompes à chaleur consomment quand même beaucoup d'électricité. Évidemment, moins qu'un radiateur pur électrique. Je vais l'expliquer après pourquoi. Mais ça consomme beaucoup d'électricité. Donc, il ne faut pas négliger que si on installe des panneaux et qu'on souhaite que ça utilise l'énergie des panneaux, il faut rajouter une bonne quantité de panneaux. Donc, pour une puissance de 8 kW, une pompe à chaleur quand même relativement puissante, il faudrait près de 15 panneaux pour couvrir les besoins en énergie de cette pompe à chaleur. Donc ça, pour vous donner un ordre de grandeur, 8 kW, c'est une pompe à chaleur qui remplacerait une citerne de 1800 litres par an, ce qui est le cas de la majorité, on va dire, des villas actuellement. Et puis, voilà, on aura fait un grand tour sur le solaire. Pourquoi c'est intéressant? Puisque ça permet de décentraliser la production d'électricité. Donc, on devient acteur de la transition énergétique, on augmente sa résilience, on réduit de 60% les émissions de carbone liées à chaque kilowattheure consommé. Évidemment, ça dépend de la provenance des panneaux. Beaucoup de personnes vont peut-être faire un raccourci et dire un panneau photovoltaïque, l'électricité qu'on produit avec, c'est 0 g de CO2. C'est un peu court puisqu'il y a quand même la production de ces panneaux. Mais même si on considère la production de ces panneaux et de l'infrastructure qui va avec, on dit que c'est en moyenne, on va aller entre 25 et 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, on est en tout cas à presque plus de, voilà, on est dans ce ordre de grandeur de 50 à 60% d'émissions en moins par rapport à ce qu'on consomme du réseau. Donc, c'est pas nul, mais c'est-à-dire on n'est pas à 0 g, mais on est quand même beaucoup plus bas que le réseau standard. Et puis, ça devient de plus en plus intéressant et ça, évidemment, on le voit avec le coût de l'énergie qui augmente et les subventions qui sont encore présentes. Donc, on dit qu'en moyenne, une installation est rentable ou on a un retour sur investissement après 10 à 15 ans. Maintenant, on serait vraiment plus proche des 10 ans, étant donné que le coût de l'électricité a augmenté. Ouais, c'est vrai que sur les panneaux, peut-être que le prix va aussi augmenter. Donc, c'est un calcul de quand est-ce qu'on achète nos panneaux. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça? Non? Alors, je continue. Donc, en fait, je fais un peu le tour du… Ouais. Peut-être un complément quand on n'a pas la place de mettre 20 panneaux pour faire tout le chauffage, c'est qu'on peut aussi faire simplement l'eau sanitaire avec une pompe à chaleur et un gros boiler. Et ça, c'est à peu près dans tous les cas de figure, c'est rentable avec des ROI de l'ordre de 5, 6, 7, 8 ans. Ouais. Alors, c'est un peu moins ambitieux. Du coup, il faut encore avoir un chauffage, mais ça marche économiquement. C'est en général une très bonne solution. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est vrai que là, j'ai montré chaque fois ce qu'il faudrait pour couvrir tout. Mais en vrai, c'est déjà bien de couvrir une partie. Et on n'est pas obligé d'avoir effectivement 50 mètres carrés de surface de toit pour commencer à passer à l'action. C'est très, très juste. Et puis, on peut déjà trouver de la rentabilité avec des installations moindres. Merci. Je continue sur le chauffage. Alors, évidemment, je ne peux pas parler de tout, donc j'ai choisi chaque fois des petits sujets. Mais ici, je parle surtout des pompes à chaleur parce que justement, ce n'est pas forcément encore connu du grand public ou compris du grand public. Donc, je vais juste essayer de dégrossir très rapidement. Donc, le principe de la pompe à chaleur, c'est de capter les calories d'énergie qui se trouvent dans l'air extérieur et de l'utiliser pour chauffer normalement de l'eau qu'on va utiliser pour soit l'eau chaude sanitaire, soit son chauffage, et au moyen d'un échangeur de chaleur. Et puis, c'est en fait des gros ventilateurs qui vont extraire de l'air. Il va y avoir un cycle de pression, décompression d'un gaz. Et enfin, on vient réchauffer un autre milieu qui est du coup celui que, voilà, l'eau qu'on va utiliser pour nos usages communs. Il y a plusieurs modèles. On est vite perdu avec les pompes à chaleur, mais pour faire simple, là aussi, il y a des modèles où on a les ventilateurs qui sont à l'extérieur et la machine principale à l'intérieur qui s'appellent des modèles split. Il y a les modèles qui sont monoblocs où tout est en un, si on veut, qu'on peut installer directement à l'intérieur avec simplement des tuyaux de captage de l'air qui doivent passer quand même généralement par une fenêtre. On a des boilers thermodynamiques qu'on peut installer aussi chez soi qui vont capter aussi, alors dans la pièce généralement les calories. Il faut savoir que
chaque type d'installation, c'est au cas par cas. Parfois, il y a du voisinage autour, donc on ne peut pas forcément mettre des ventilateurs. Parfois, on a une cave trop petite, on ne peut pas mettre un boiler thermodynamique. Donc ça, c'est vraiment, il y aura l'installateur qui sera à même de vous dire. Mais juste pour dire que dans les choses importantes à savoir, c'est qu'une pompe à chaleur, on détermine à quel point elle est efficiente grâce à son coefficient de performance. Plus il est élevé, plus c'est intéressant. Donc pour vous donner un exemple, un radiateur électrique a un coefficient de performance de 1. Ça veut dire qu'il va utiliser 1 kWh d'électricité pour produire 1 kWh d'énergie. Donc, il a tout utilisé, 100%. Alors qu'une pompe à chaleur, on va être souvent pour les très très mauvaises à 2,5 et pour les meilleures, on va dire à 4. Et ben, ça veut dire qu'on utilise 1 kWh d'électricité et par exemple, prenons une pompe à chaleur qui a un coefficient de performance de 3, elle va pouvoir produire 3 kWh d'énergie thermique. Donc, ça veut vraiment dire que plus le coefficient de performance est élevé, plus c'est intéressant. Si on veut des très très performantes, ce ne sera pas celle avec des sortes de ventilateurs, c'est un mot que j'utilise cette fois-ci, mais ce sera celle avec les sondes géothermiques où on vient directement puiser la chaleur du sol. Là, on monte plus haut, mais voilà, c'est un autre coût et ce n'est pas forcément une installation qu'on peut faire partout. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'achat, regardez bien ce coefficient de performance et surtout regardez à quelles conditions il est donné, puisque la valeur de ce coefficient est souvent donnée pour une valeur de température extérieure moyenne et de température de l'eau chaude qu'on souhaite avoir finale. Donc souvent, les constructeurs vont mettre en avant le coefficient le plus intéressant pour eux, c'est-à-dire par exemple quand il fait encore un peu chaud dehors, mettons 7 degrés, et puis qu'on veut de l'eau à 35 degrés parce qu'on a du chauffage au sol. Mais par exemple, quelqu'un qui veut remplacer une citerne à mazout et il a des radiateurs en fonte très vieux, il a besoin de l'eau à 60 degrés et peut-être qu'il habite dans un endroit où il fait, on prend souvent peut-être à 0 degré dehors pour prendre des conditions basses. Et là, le coefficient de performance, c'est tout à fait différent, parfois bien moins intéressant. Donc, il faut comparer les coefficients de performance aux conditions identiques et surtout aux cas applicables à son installation. Voilà pour faire un petit dégrossi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que parfois ça suscite beaucoup de questions. On ne pourra pas être trop dans les détails, mais pour expliquer brièvement. Donc il faut savoir que la pompe à chaleur, elle va consommer de l'électricité. C'est juste qu'elle convertit bien cette électricité en chaleur, on va dire. Mais elle ne sera pas. On doit utiliser l'électricité pour la faire fonctionner. Voilà. Alors là, c'était juste pour redonner des arguments s'il fallait pour rénover, changer son chauffage, changer son isolation. Je pense que vous l'avez déjà en tête, mais donc c'est réduire sa dépendance, augmenter sa résilience, profiter des subventions qui existent à l'heure actuelle, qui petit à petit vont potentiellement disparaître parce qu'on sait que ce n'est pas infini. Faire des économies à long terme, c'est intéressant, même à moyen terme. Il y a ces technologies se sont améliorées. On sait maintenant très bien comment l'utiliser, comment le maintenir, et on a passé le cap de l'expérimental. Potentiellement, si le canton de Vaud suit peut-être la même logique que le canton de Genève, ça peut même être une anticipation des changements de législation, puisque par exemple à Genève, ils regardent maintenant l'indice de dépenses chaleur des différents bâtiments, ce que je vous ai mentionné avant, donc c'est la quantité d'énergie par mètre carré. Et ils ont commencé à regarder quels étaient les logements qui ont l'indice de dépenses chaleur le plus élevé et d'imposer qu'il y ait des rénovations pour diminuer. Et il y a des objectifs cibles à atteindre. Donc ça, c'est possible que ça arrive dans le canton de Vaud. Donc autant déjà peut-être prendre les devants et de le faire quand il y a encore des subventions. Et puis évidemment, ça permet de réduire ses émissions de CO2 quand on isole, quand on change de système de chauffage. J'ai mis un chiffre que je trouvais intéressant. Une chaudière à mazout qui consomme 2000 litres par an, c'est la même chose que si vous faisiez un tour du monde en voiture. Voilà, donc ça c'est à garder en tête. Je trouve assez intéressant comme chiffre à avoir. Sur l'électronique, rapidement aussi, donc on parle souvent qu'il faut couper tout ce qui est en veille, et je voulais justement montrer sur ce graphique ce qui est là où ça consomme beaucoup. Alors, ce graphique-là, c'est plutôt un sondage qui a été fait sur qu'est-ce qu'on laisse souvent en veille. Après, vous avez les consommations. Donc, on voit que c'est souvent
les routeurs Internet, où on oublie de le couper. On a les smartphones qu'on éteint souvent jamais. Les TV box, donc ça, c'est plutôt les décodeurs quand vous allez capter finalement les différentes chaînes. Et puis, par contre, la machine à café et les ordinateurs, apparemment, le message est bien passé. Et c'est souvent, en tout cas dans la majorité des répondants, donc c'est Suisse Énergie qui a fait ce petit sondage, souvent que les gens pensent à l'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien y faire, il faut regarder si chez soi on le fait, mais c'est là où principalement on n'a pas cette routine de le faire. Donc, ouais. Le problème, c'est que vous coupez le routeur du téléphone. Exact. Alors, c'est vrai quand on a… Sécurité. Ouais, je vais vous laisser prendre le micro, effectivement. Parce qu'en fait, les gens qui sont en ligne ne vous entendent pas, mais après, je vais répondre à votre question. Vous pouvez juste répéter la question dans le micro, pardon. Par rapport à la coupure d'Internet, le désavantage, c'est que du coup, on n'a plus de téléphonie. Alors justement, ça arrive encore, évidemment. Il y a des personnes qui ont tout le système qui est lié. Maintenant, je pense qu'il y a plus de personnes qui pensent ça, mais qui en réalité ont un attel qui fonctionne complètement indépendamment de ça, typiquement juste sur le réseau 4G ou autre. Donc, je pense que c'est valide, mais il faut bien se poser la question si chez soi, c'est vraiment le cas. Donc, peut-être vous êtes dans ces rares cas où c'est vrai, si vous coupez ça, ça peut être dangereux si vous avez quelque chose. Mais vous avez souvent en fait un attel, la majorité des gens en ont maintenant, et lui n'a pas besoin d'un routeur. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être vous pouvez vous permettre de l'éteindre. Voilà. Mais parce que j'ai beaucoup eu ce retour-là. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus des Natel qui fonctionnent même sans. Ensuite, voilà, sur ce graphique, j'ai mis en avant deux de ces appareils. Donc, en rouge, vous avez la consommation d'électricité en veille et en gris, la consommation d'électricité en fonctionnement. Alors, nous, ce qu'on cherche là à surtout minimiser, c'est la partie rouge. Bien entendu, si vous changez d'appareil, alors, je ne pense plus que des personnes ont ça, mais si vous enlevez votre téléviseur à tube cathodique, c'est sûr que vous éliminez tout ça. Si vous la remplacez par un téléviseur LED, voilà, vous avez beaucoup moins d'énergie en fonctionnement. Mais là, on parlait spécifiquement des veilles. Donc, en fait, un boîtier décodeur qu'on va laisser majoritairement en veille, on l'utilise très peu pendant la journée, en fait, lui, il va consommer près de 80 à 90 kWh pour rien, parce qu'en fait, il est soit en train de faire sa mise à jour, soit juste, en fait, il consomme parce qu'il n'a pas été programmé pour se mettre en veille. Alors que maintenant, on peut programmer ce genre de choses ou on peut simplement l'éteindre avec un interrupteur. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Et de plus en plus, en fait, maintenant, on peut programmer ça directement sur la box ou on peut utiliser une multiprise à interrupteur. Les chaînes Wi-Fi, bon, ça c'est assez rare qu'on en ait des vieilles de 1990, mais on peut voir que la barre rouge est très importante. Ça, c'est simplement dû au fait que dans la majorité des équipements électroniques qui sont faits avant 2000, il n'y avait pas de normes sur justement le mode veille. Alors actuellement, sur tous les nouveaux équipements, le mode veille ne doit pas consommer plus de 1 watt en puissance instantanée. Mais tous les anciens équipements n'avaient pas cette norme, ceux qui sont avant 2000. Et généralement, ce qu'on garde qui est vieux, entre guillemets, et qui peut avoir une veille, c'est souvent les chaînes Wi-Fi. Parce que généralement, l'ordinateur de cet âge-là, on l'aurait remplacé, Natel, enfin tout ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le graphique, c'est que les chaînes Wi-Fi d'avant 2000, très attention à bien les arrêter, les débrancher ou s'assurer qu'il y a un interrupteur pour les couper. Donc, dans ce qu'on peut retrouver dans la majorité des ménages, là, auquel il faudrait apporter un point d'attention, c'est les boîtiers décodeurs et les routeurs. Quelques questions en ligne. Ouais. Donc on a le sujet du numérique et de l'électronique qui fait pas mal réagir. On a Daniel qui nous dit son nouveau routeur UPC TVT-SIE n'a pas de bouton marche-arrêt. Donc, que faire? Et Stanislas qui nous dit sur les TV OLED, est-ce que le fait de la couper complètement et surtout rapidement ne dommage pas les pixels? J'avais vu ça sur Internet qu'il fallait attendre au moins une demi-heure que la télé finisse son cycle pour bien s'éteindre au risque de diminuer sa durée de vie. Je complète sa question où effectivement il y a des cycles de rafraîchissement de pixels pour les TV OLED, mais ça dépend du modèle de chaque télé. Ensuite, c'est très spécifique. Je n'ai pas de réponse à cette question. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est si on sait qu'il y a de toute façon une période d'utilisation où on ne l'utilise pas, mettons pendant la journée de 8h à 17h,
et ben, autant mettre peut-être une prise minuteur qui va le couper par défaut à ce moment-là. Et comme ça, bah, si on a fini de regarder la télé à une certaine heure, il y aura de toute façon cette demi-heure pour que ça puisse faire son cycle de rafraîchissement. Et mettons même, ça peut se couper, je dis n'importe quoi, à minuit par défaut. Ce sera déjà une première solution. Et pour le boîtier, à nouveau, alors je n'ai pas moi-même de boîtier UPC, mais je pense qu'on peut le couper à ce moment-là avec une prise à interrupteur. Peut-être qu'il y a une réponse. Alors pour le boîtier TVT, j'avais déjà entendu cette question et si je m'en rappelle bien, je ne garantis pas, c'était effectivement le cas dans une génération ancienne des box TVT. Mais depuis les dernières générations, d'il y a 3 ou 4 ans, il n'y a plus trop de problèmes. Alors, il faut surtout compter 3 minutes pour que ça se rallume, c'est peut-être ça. Puis comme ça ne se rallume pas instantanément, c'est vrai que si on arrive à 19h29 et 59 secondes pour le 19h30, ben, on rate les 3 premières minutes. Mais autrement, c'est plus une question de... Enfin, sur les dernières générations, à part ces 3 minutes de délai, je crois que ça fonctionne assez bien. Super, ben, merci pour le complément. On a deux autres questions supplémentaires. Donc, Georges qui nous demande, est-ce que les smart plugs type Philips Hue coupent toute consommation d'électricité ou consomment-ils quand même un peu? Et deuxième question de Samuel Brun, j'ai souvent entendu qu'il était déconseillé d'éteindre complètement son routeur Internet. Est-ce vrai? Alors, je vais répondre qu'avec les éléments dont j'ai la connaissance. Pour les Philips Hue, pour avoir une connaissance qu'il y en a, je sais que ça consomme toujours, malheureusement, puisqu'on peut souvent s'y connecter à l'aide de son attel. Donc, forcément, il y a un moyen de s'y connecter et donc une légère consommation qui permet cet usage-là. Donc, oui, je pense qu'il y a encore une légère consommation. Maintenant, si ça permet d'établir des routines, parce que je sais qu'on peut programmer, voilà, à telle heure, ça va me couper, c'est comme une prise minuteur, bah, ce sera mieux que rien. Si par contre, de base, on pouvait aussi utiliser une prise à interrupteur, je conseillerais plutôt la prise à interrupteur. Mais si ça permet de couper des usages qu'on ne ferait pas autrement, bah, c'est toujours mieux que rien. Ce serait ma réponse. Et la deuxième, pour les routeurs, bah, voilà, il y a tellement de modèles différents que je ne sais pas. Je pense que la majorité peuvent s'éteindre et qu'il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je complète ta réponse. Je dirais que c'est même conseillé quasiment d'éteindre parfois son routeur. Ça lui permet de redémarrer, se vider et parfois de mieux fonctionner et moins chauffer qu'avant du coup. Donc, je dirais que oui, on peut le faire pour tous. Excellent. Donc, c'est Fabien Millet qui m'aide aussi, qui lui est voilà, dans le responsable Smart City de TVT. Donc, merci pour les compléments. Ce tableau-là, ne lisez surtout pas tous les chiffres. Simplement, c'est pour montrer les différences en termes d'efficacité énergétique qu'il y a pu avoir justement ces dernières années entre les différentes classes. Donc, comme j'ai dit, maintenant, tout a été translaté. Mais voilà, entre un modèle qui était de classe A et un modèle de classe A++, on peut voir par exemple pour le lave-vaisselle qu'on arrivait déjà à gagner 30%, de réduire de 30% la consommation annuelle. D'où le fait de, si on sait qu'on a l'ancienne étiquette et qu'on sait qu'on avait un équipement de classe A, on peut considérer qu'il était assez quand même, enfin qu'il est énergivore et que ça pourrait valoir la peine de le remplacer le jour où c'est opportun. Donc, juste pour montrer qu'on a beaucoup augmenté entre la classe A et la classe A++, que ça va assez vite, en fait, l'amélioration. Et puis, je ne pouvais pas faire non plus cette présentation sans quand même mentionner ce qui s'appelle les énergivores. Donc, bien entendu, il faut couper son Wi-Fi quand on peut, éteindre la lumière, évidemment. Il faut aussi se rendre compte des consommations, peut-être, ça concerne peut-être peu de gens, mais de ces usages-là qui ont énormément d'impact. Donc, si on regarde, et c'est très étonnant, souvent on n'y est pas au courant, les aquariums, ça a une consommation d'électricité annuelle énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a des pompes de circulation, et puis souvent on ne les calibre pas forcément bien. Et donc, ça peut être intéressant de, si quelqu'un a un aquarium, regarder la puissance de la pompe, regarder combien de temps elle fonctionne et de se poser la question si elle doit fonctionner en permanence ou non, s'il n'y a pas moyen de trouver un autre système. Des autosiphons, par exemple, ça existe, qui sont des systèmes mécaniques. Enfin, voilà, il existe des solutions parce que c'est vraiment un énergivore important. Je rappelle, pour ordre de grandeur, un ménage moyen de 2 personnes, c'est environ 3000 kWh. Donc là, on serait déjà à un tiers de cette consommation-là. Les saunas, voilà, peu de gens en ont, mais on ne sait jamais. Les climatiseurs, peut-être plus, ça concerne peut-être plus de gens pour l'été. Donc à nouveau, ici, privilégier plus la ventilation naturelle, l'inertie thermique du bâtiment. Donc
ouvrir quand il fait frais le soir, et puis ensuite la journée quand il fait très chaud, refermer. Essayer à tout prix d'éviter les apports d'énergie de l'extérieur. On dit souvent que même des climatiseurs qui sont de basse qualité vont avoir une partie qui chauffe et qui va presque compenser le froid qu'ils amènent à un autre endroit. Alors, on est juste en train de faire circuler de l'air qu'on chauffe, qu'on refroidit, mais c'est très peu efficient. Les lits à eau, bon voilà, ça concerne moins de gens. Les humidificateurs, ça, on peut retrouver plus. À nouveau, peut-être certaines personnes l'ont parce qu'il y a des problèmes d'humidité, forcément. Privilégier la ventilation naturelle, ouvrir grand, 5 fois par jour s'il le faut, 2 à 3 minutes, plutôt que d'avoir un appareil qui consomme pour faire ce geste qui se fait naturellement quand on ouvre 2 fenêtres, qui aère et réduit le taux d'humidité. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. En tout cas, c'est important de noter aussi ces usages-là. Globalement, ici, j'ai remis une somme des éco-gestes. Je ne vais pas répéter ceux que j'ai déjà répétés, mais à garder en tête. Surtout, si possible, diminuer la température pour le lave-linge, puisqu'on sait que plus on doit mettre une température élevée, plus on va devoir faire fonctionner, enfin, on va consommer d'électricité parce qu'on veut faire chauffer l'eau. On estime qu'à 40 degrés, voire même 30 degrés, on peut laver la majorité des choses. Faire sécher à l'air libre, autant que faire se peut, puisque là, on est dans la sobriété, on évite l'usage d'un sèche-linge. Pour les chauffages, vraiment diminuer le thermostat, en fait, l'adapter à la pièce où on est. Donc, pour faire très simple, il y a souvent les chiffres de 1 à 5. Le chiffre 3, pardon, n'est pas équivalent à 3 degrés, c'est environ 18-19 degrés. En fait, ça dépend, vous pouvez mettre un thermomètre chez vous pour comparer. On dit que c'est tout à fait idéal pour les pièces de vie. Le salon, les pièces où on peut être assis comme ça, avec un pull, peut-être en hiver, mais 3, c'est très bien. 2, c'est pour les chambres à coucher, on va être plus bas, on va être à 17-18, c'est pour dormir dans une température confortable, mais où il y a moins besoin de chaleur. 1, c'est plutôt pour les pièces vraiment très peu utilisées, si par hasard on a un radiateur dans une pièce où on va très rarement. Et puis étoile, c'est la position hors gel, c'est plutôt quand on part en vacances longtemps. Et puis, on a surtout à la cuisine, ce qu'on disait, privilégier le programme éco et bien remplir son lave-vaisselle pour faire moins de cycles. Le programme éco, attention, il y a beaucoup de gens qui disent que ça consomme plus parce que ça dure plus longtemps. En fait, non, ça dure plus longtemps parce que ça chauffe justement de manière plus adéquate, par palier. Et surtout, il y a un temps, dans parfois les 4 heures qu'on a dans ce programme-là, où le lave-vaisselle est juste ouvert et sèche en fait, de manière naturelle. Et ça fait partie du programme, mais on n'a pas consommé de l'électricité quand il était ouvert, juste en train de sécher. Donc, ce n'est pas parce que c'est plus long que ça consomme plus. Par contre, le programme éco va vraiment réduire la consommation. Et puis, voilà, pour la partie four, on peut dire utiliser l'énergie résiduelle. Donc, ne pas préchauffer le four dans un premier temps, il n'y a souvent plus besoin de faire ça. Et couper peut-être 5 minutes avant la fin de la cuisson. Ça utilise la chaleur résiduelle, ça mettra peut-être plus que les 5 minutes, peut-être ça mettra 7-8 minutes à finir la cuisson, mais on consomme aussi moins. Et puis, bien régler le congélateur frigo. Donc là, celui-là, je ne vais pas me répéter, il est vraiment identique à ce que j'ai dit. Ça, vous le verrez peut-être passer, donc je profitais de le montrer ici, et il y a une marque qui n'aurait pas dû se trouver là en haut. Donc, on a la responsable communication qui nous a aidé à faire justement un flyer, ce qui sera remis avec votre facture, qui résume certains de ces éco-gestes qui sont vraiment recommandés pour pouvoir justement réduire votre consommation d'électricité. Mes excuses pour la petite phrase en haut. Comment aller plus loin? Ça, je recommande aussi parce qu'en fait, on a beau peut-être faire des éco-gestes, mais pas forcément savoir quel impact ça a eu. Et donc, ce n'est pas forcément très motivant et on n'a pas forcément d'idée, même si on a bien fait nos éco-gestes, s'il n'y a pas une anomalie ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est intéressant de suivre sa consommation, que ce soit pour le chauffage ou l'électricité. Ça tombe bien pour l'électricité, on est en train de faire un remplacement des différents compteurs par des smart compteurs. Donc, ça permet de suivre sa consommation mois par mois, plutôt que d'avoir juste une fois une facture à la fin de l'année ou trimestriellement, sauf erreur. En tout cas, ça permet d'avoir un meilleur suivi et de comparer, par exemple, à une période identique l'année d'avant. Donc, ça permet de voir si on n'aurait pas oublié un équipement et qu'on pensait, par exemple, beaucoup de gens ont parfois un deuxième congélateur à la cave et puis ça peut créer ces pics de consommation. On peut s'en rendre compte grâce à ça.
Et pour le bâtiment lui-même, si on est concerné par ça, faire un audit énergétique. Il y a des subventions qui existent, notamment pour les audits CECB, CECB+, qui permettent d'avoir une indication sur la note énergétique de son bâtiment. Et si on fait les CECB+, des simulations de scénarios sur qu'est-ce qu'il faut remplacer en premier. Par exemple, est-ce que c'est la façade, est-ce que c'est la toiture, avec peut-être quel type de composants, et qui donne aussi une indication des coûts que ça peut engendrer. Comme ça, on a vraiment une bonne idée avant de se lancer dans une démarche. Et puis, si vous êtes vraiment très assidu, vous pouvez utiliser la plateforme consobat.energie environnement. C'est applicable si vous avez une maison, mais si vous êtes gérant d'un immeuble aussi, pour vraiment faire ces suivis plutôt liés au chauffage à ce niveau-là. Voilà, je voulais quand même mentionner les 4 communes ici présentes avec qui on développe ce cycle de conférence ont des subventions locales. Et ça vaut la peine d'en profiter, qu'on soit propriétaire ou locataire. J'ai remis les chemins d'accès et le lien pour ceux qui voudront y retrouver. Donc ça, c'est pour Écublanc. Il y a des subventions dans tous ces domaines-là. Et puis, il y a un formulaire à remplir. Ça a été assez simplifié. À Renan, de manière identique, avec différents domaines. Hein. Chaque commune a sa sensibilité par rapport à certains sujets. Et puis, à Crissier aussi. Donc, chaque fois, voilà, je vous ai mis le lien. Donc, ça sera simplifié. À Chavannes, peut-être à noter, il n'y a pas forcément encore de demande de subvention existante pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques ou autres. C'est en cours de révision, mais c'est surtout parce qu'ils ont souhaité privilégier les actions globales. Donc, c'était plutôt des distributions de l'aide à tout le monde, subventions de demi-tarif à tout le monde. Voilà, c'est une vision et puis c'est en train d'être revu. Donc, on verra si l'année prochaine, il y a peut-être d'autres subventions, mais actuellement, c'est surtout la mobilité qui a été mise en avant. À retenir, si vous voulez vraiment réduire la consommation, pour la partie chauffage, dont on a beaucoup parlé, d'abord rénover l'enveloppe thermique, changer votre agent énergétique, et ensuite, si on parle de l'électricité et du chauffage, revoir certaines habitudes, penser à vraiment appliquer ces éco-gestes au quotidien. Et dans la partie électroménager, faire les bons réglages, c'est-à-dire pour le frigo et le congélateur, et voilà, programmer des arrêts si on peut sur certains équipements et prolonger la durée de vie des équipements. Je fais une petite note sur les électroménagers. On se demande souvent si ça vaut plus la peine de remplacer un frigo que d'en garder un s'il est ancien. On dit souvent qu'à partir de 10 ans, c'est l'âge moyen à laquelle il faudrait le remplacer s'il est ancien, parce qu'on arrivera à aller au-delà de son énergie grise. Parce qu'évidemment, quand on achète un nouvel équipement, il y a eu beaucoup d'énergie pour le produire. S'il a plus que 10 ans, l'utilisation du nouveau sera tellement efficiente que ça va compenser l'énergie grise et ça vaut la peine de le remplacer. Voilà, ça c'est les différentes prestations que SIE peut vous aider à entreprendre. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des aspects de sobriété, pour les éco-gestes, l'électricité, l'installation de panneaux photovoltaïques, le chauffage avec les pompes à chaleur ou le raccordement de chaleur à distance, et l'électromobilité qui permet aussi, mine de rien, de passer d'une mobilité fortement carbonée à moins carbonée si elle est avec un mix énergétique suisse. Dernier lien aussi, c'est le site Franc Énergie, parce que là, j'ai mentionné les subventions communales, mais il y a également les subventions cantonales, fédérales, et Franc Énergie fait un excellent travail pour résumer tout ça. Donc, vous mettez votre code postal et il va lister pour chaque domaine les subventions qui existent au niveau fédéral, cantonal et communal. Donc, vous avez un aperçu vraiment global. Et je mets toujours à la fin des ressources que vous pouvez aller consulter si vous voulez aller plus loin dans un des sujets. Donc, celui-là est vraiment pour ceux qui consultent à la fin la présentation. Au revoir. Donc voilà, on arrive au terme de cette présentation. Merci à celles et ceux qui étaient présents et puis de votre attention. Donc, j'espère que je ne vous ai pas assommé avec tout ça. Et on prend volontiers les questions, que ce soit en ligne ou dans la salle. Alors d'abord, je voulais surtout remercier et féliciter Mathieu pour la qualité du travail, les 63 slides. Merci. Pendant 1h15, non, j'ai vu, voilà, si c'est vraiment un gros travail de préparation de grande qualité, je te remercie. Merci. Ainsi que Fabien Millet qui était à la technique et qui aime bien la technique. Donc, voilà, j'ai pas de questions supplémentaires, mais simplement les remerciements aux présentateurs. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat.
Excellent. Bah, sinon, vous savez que vous pouvez nous contacter. Ah bah, Olivier. Non? Ah, d'accord, j'ai cru qu'il y avait une question. Eh bien, du coup, Fabien, je te laisse mettre le slide de fin. Mais je vous remercie beaucoup. Et puis, on reste ici pour ceux qui veulent poser des questions une fois qu'on a clôturé la séance. Je crois que c'est... voilà, je mets toujours cette citation à la fin. Le monde n'a pas besoin de quelques personnes qui font parfaitement les choses, mais beaucoup de personnes qui font les choses bien. Voilà, voilà. Merci beaucoup.